Alors bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à une autre émission Tête à Tête Cœur à Cœur avec Stéphanie en ce dimanche 4 décembre. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Germain, organisatrice communautaire chez EduConnexion. Elle va nous parler de l'événement qu'elle a organisé la semaine dernière. Je vous en avais d'abord déjà parlé, en fait, je vous l'avais présenté. Alors, elle va nous faire un petit bilan du déroulement, comment ça s'est passé et quels ont été les bienfaits, puis elle va nous parler d'elle, évidemment. Alors, dans quelques instants, nous serons de retour avec elle, mais juste avant, nous allons prendre quelques minutes pour la pause publicitaire. À tout de suite. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 Boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Igname, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-34-43. Alimentation Caraïbes Plus, Venez-y, nous vous y attendons. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp, 954-516-3695. Ou encore, faites un petit tour sur le site internet www.jeanvauvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vauvon Life and Wellness au naturel. Le gala 2022 de la communauté aura lieu le 18 décembre au Château Royal. Un exceptionnel rendez-vous pour les amoureux. En achetant votre billet au prix de 150$, vous courez la chance de rentrer à la maison au volant d'une Toyota Cross 2023 d'une valeur marchande de 34 000$. On a le remet, mesdames. Soyez à ce rendez-vous du 18 décembre où l'amour, la bonne cuisine, la bonne humeur et plusieurs autres cadeaux surprises vous feront rêver. Nous remet. Ça veut dire, on casse rendez-vous dans le Château Royal le 18 décembre. Bal, cocktail dînatoire et plusieurs grands artistes invités le 18 décembre. Allez-y pour gagner. Quand l'amour est au rendez-vous, la chance peut bien vous sourire. Billets en vente à Michel Studio, Stivana, Méli-Mélo, Chanel Sia et Canne à Sucre. Ce sous-tirage, sous le signe de l'élégance, est commandité par Garcia VIP Limousine. Le 18 décembre au Château Royal, au 3500 boulevard du Souvenir à Laval, une production de MPV EMTL, 514-250-2272. Allons-y, messieurs, dames. Marché pressé à l'acheter billen, pas quitter trop tabarine.
Alors voilà, nous sommes de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue. Et mon invité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, se nomme Stéphanie Germain. Je vous la présente. Alors, mon invité est animé par une soif insatiable de justice et de solidarité sociale. Elle s'engage au sein de diverses organisations culturelles et communautaires depuis plus de 10 ans. Elle est reconnue à titre d'animatrice et médiatrice culturelle, d'intervenante de jeunesse, ainsi que d'organisatrice communautaire. Son parcours professionnel et militant témoigne d'une volonté de lutter contre toute forme d'inégalité parce qu'elle croit que tant qu'il y aura des inégalités, il y aura des injustices. Alors, Stéphanie Germain, bonjour. Bonjour Stéphanie Casimir, merci pour l'invitation. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien. Alors Stéphanie, je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez eu une très belle initiative la semaine dernière, donc dimanche 27 novembre. Vous avez eu l'idée géniale d'organiser un sommet sur la guérison sociale des communautés noires. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, pour donner une voix, comme vous l'aviez mentionné dans votre publicité, aux familles des victimes de violences armées et étatiques. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous parler de l'activité, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui en est ressorti, mais d'abord aussi, comment l'idée vous est venue, pourquoi vous avez décidé d'organiser cette rencontre? Oui, ben pour moi, c'était important d'organiser cette journée, ce moment qui se voulait un moment de soutien, premièrement, pour les familles endeuillées, donc premièrement les mères, Oui. les pères, les amis des victimes, leurs proches, les familles, puis finalement aussi pour toute la communauté, les gens qui sont impactés directement ou indirectement quand on parle des enjeux de violences armées ou de violences étatiques ou même de violences policières. Durant les 2 dernières années, j'ai eu à échanger avec des mamans qui ont perdu leur enfant de manière tragique, de manière injuste. Et j'ai réalisé qu'au fil du temps, plus que je parlais avec les mamans endeuillées, c'était un petit peu la même histoire, le même parcours pour chacune des mamans. Elles perdaient leur enfant. Ensuite, c'était un bras de combat, un bras de fer avec les différents systèmes qui sont mis en place pour supposément les soutenir. Finalement, ensuite vient l'isolement. Puis finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas un réel soutien. Mis à part des fois des membres de la famille, des gens de la communauté, certains organismes qui vont faire tout en leur pouvoir pour soutenir les mamans puis les parents endeuillés, mais au final, il y a quand même un vide. Il y a un vide à combler, il y a un vide que le système n'a pas su remplir finalement pour soutenir concrètement et réalistement ces mamans-là dans leurs besoins. Donc, suite à ces différentes conversations, suite à ces différents accompagnements que j'ai eu à faire de près ou de loin, je me suis dit, si ces mamans-là vivent les mêmes situations, mais elles sont isolées, il faut qu'elles soient ensemble pour pouvoir échanger parce que même si que moi, en tant qu'une personne qui est impliquée dans sa communauté, j'ai bien beau avoir toute la volonté du monde, je ne pourrais jamais me mettre à la place d'une maman qui a perdu son enfant. Donc, même chose pour toutes les gens qui ont les tensions alentour. Donc, pour moi, premièrement, une des raisons, c'était de pouvoir réunir ces mamans-là dans un même espace pour qu'elles puissent premièrement se parler, échanger et surtout briser cet isolement-là qu'elles vivent et que personne ne peut comprendre finalement, même si on peut avoir les meilleures volontés. Ça, c'était le premier élément. Ensuite, c'était important pour moi parce que j'ai pas nécessairement toutes les ressources, j'ai pas toutes les connaissances. Donc, même si que je voulais organiser ces mamans-là puis les mettre dans un espace, il fallait bien sûr que ce soit un espace qui soit encadré par des professionnels. Donc, moi, j'ai cogné aux portes, je suis allée parler avec les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont supporté dans différents moments dans ma vie. Donc, je suis allée chercher des personnes de la communauté qui sont aussi des professionnels, mais que je savais aussi que ces personnes-là avaient la capacité, mais aussi la sensibilité pour soutenir un espace comme ça, qu'elle est un espace chargé en émotions, qu'elle est un espace difficile. Donc, il fallait avoir les personnes qui sont outillées
pour accompagner justement les mamans puis les parents et surtout les autres jeunes aussi qui sont affectés par le départ de leur être cher. Donc, je me suis entourée de professionnels pour m'aider justement à réfléchir cette journée-là, la mettre en place, puis surtout destiner cette journée-là, à quoi qu'elle va ressembler, parce que c'est bien beau vouloir mettre des personnes endeuillées dans une même pièce, mais si on ne dessine pas la table pour gérer un petit peu les différents paramètres, ben, ça peut aussi devenir un échec. Oui. Et, heureusement pour c'est ça, ça a été une journée extraordinaire. Les commentaires des gens, l'atmosphère, je pense qu'on était bien organisés. L'atmosphère qui régnait aussi, les commentaires que j'ai reçus après des mamans, que j'ai reçus des participants, des personnes qui étaient affectées de près ou de loin, ben, ça m'a fait comprendre que c'était une mission accomplie. Même si que je parle de guérison, la guérison, c'est pas sur une journée, hein, ça prend c'est un processus finalement. Fait que c'était ah oui, ça prend des années, hein, et parfois la guérison ne vient jamais. Exactement. Fait que l'idée, c'est pas de dire que c'est un événement qui voulait guérir, mais c'était juste un premier pas vers la guérison. Donc, c'est un cheminement. Donc, moi, je voulais juste lancer une première pierre et chacun doit faire sa part. Même si, bon, vous dites que c'est sûr qu'on ne guérit pas en une journée, mais juste le fait, comme vous avez mentionné, de leur permettre de se réunir, même de pouvoir exprimer ce qu'elles vivent, parce que beaucoup de personnes endeuillées restent avec cette souffrance, elles n'ont pas envie d'en parler, elles ferment la porte, elles s'isolent, comme vous l'avez mentionné, parfois même avec l'entourage. Hein. C'est comme si en parler rouvrait la plaie. Donc là, ça a été vraiment une belle opportunité, une belle occasion, puis de se dire aussi, je ne suis pas seule hein, à travers ça. Voilà. Donc, d'avoir le soutien des personnes présentes. Absolument, ça fait partie des éléments que j'ai entendus justement après l'événement de certaines mamans de dire, ben, je suis pas seule, pas seule, puis c'est normal que je me sente comme ça. Ah, je savais pas que c'est normal que je passe à travers ces émotions-là. Parce que justement, les spécialistes, l'équipe de soutien était là pour appuyer le film, pour expliquer un petit peu le processus, pourquoi vous passez à travers certaines émotions. Puis finalement, ces spécialistes-là, l'équipe terrain, l'équipe de soutien sont venus valider leur expérience, sont venus valider leur vécu, parce que des fois, des gens de la famille ne peuvent pas nécessairement comprendre, puis on va même si qu'on est bien intentionné ou pas, on va dire certaines choses, mais c'est pas ça que la personne a nécessairement envie d'entendre. Exactement. Souvent, il y a des commentaires désobligés. Oui, tu sais, puis que ce soit intentionnel ou pas, mais d'avoir des personnes qui ont des années d'expérience là-dedans, ça a apporté une autre touche aussi à cette journée. Puis moi, ça m'a permis aussi, en même temps que je suis pas une personne endeuillée, mais je pense que les personnes qui n'étaient pas endeuillées cette journée-là ressortent aussi avec des meilleurs outils pour mieux accompagner, mieux soutenir. Des fois, soutenir, c'est aussi laisser la personne respirer, c'est aussi prendre un pas de recul, attendre que la personne vienne vers nous. Puis des fois, c'est aussi de rien dire, d'être une oreille écoutée, puis tout simplement laisser savoir à la personne qu'on est présent. Tout à fait, exactement. Oui, ça c'est un point important, hein, parce que évidemment, les gens ne le font pas nécessairement par méchanceté, mais plutôt par maladresse. On veut soutenir et on dirait qu'il faut dire quelque chose à tout prix. J'en ai déjà parlé à une autre émission. J'ai d'ailleurs reçu Colette Aubé-Rossignol qui a écrit un très beau livre sur le deuil, donc l'art d'accompagner. Le titre m'échappe, mais vraiment, ça donne les outils à savoir comment soutenir justement les personnes qui vivent un deuil et justement éviter de dire n'importe quoi. Et surtout aussi quand on est croyant, on va y aller de versets bibliques ou peu importe notre croyance, des petites phrases toutes faites, des phrases clés. Et c'est vrai que ça peut remonter le moral, ça peut faire du bien, mais parfois ça fait l'effet inverse. Parce que dans le processus du deuil, bon, il y a des étapes, hein, on appelle ça, je crois qu'il y a cinq étapes du deuil, si je ne m'abuse.
Ben, il y a une étape où on est carrément en colère et puis même Dieu, là, on lui dit notre façon de penser, quoi. Donc, c'est pas le moment d'arriver avec des versets ou bien des phrases toutes faites, des phrases clichés. Donc, ça, c'est un point très, très important. Maintenant, je trouve ça intéressant, justement, que vous soyez allé chercher le soutien des professionnels. Quel genre de professionnels étaient présents ce jour-là? Ouais, bon, il y avait des psychologues, il y avait des psychologues, il y avait des personnes qui étaient justement, on appelle ça trauma informed, donc des personnes qui sont experts dans la facilitation justement de groupes ou d'événements où est-ce que le trauma est les personnes ont vécu des traumatismes, mais ça prend une certification aussi. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas. Donc, de savoir reconnaître mes propres limites, d'aller chercher des personnes qui font ce travail-là. Puis, il y avait aussi, bon, au niveau des professionnels, j'avais aussi quelqu'un qui était là pour faire la traduction parce qu'il faut savoir que il y avait des mamans tant du côté anglophone et des mamans du côté francophone aussi. Donc, les deux communautés réunies. C'était très bien, ça. D'avoir la communauté anglophone noire, mais aussi les mamans de la communauté dite francophone noire. Donc, on sait que bien souvent, il y a comme une frontière invisible entre nos deux grandes communautés, si je peux le dire comme ça. Pour moi, c'était important de pouvoir réunir ces mamans-là. Puis, il n'y avait pas, peu importe qu'une maman parlait anglais ou l'autre parlait français, elles se comprenaient. Elles se comprenaient et on avait justement un professionnel, Stéléma, qui était là pour m'aider à faire la traduction et à bien exprimer justement les émotions des mamans lorsqu'il venait le temps de s'exprimer. Donc, c'est ça. Puis, c'est vraiment ça, les professionnels qui étaient sur place. Il y avait aussi mon papa qui était là, qui est maître patricien en PNL. Il est aussi intervenant psychosocial en prévention de la toxicomanie. Donc, il y avait différents profils professionnels pour amener justement différents regards. Parce que le deuil ne se vit pas d'une seule façon, même si on peut dire qu'il y a 5 grandes étapes, mais on s'entend que chaque personne le vit différemment. Puis surtout, je considère que quand on parle de deuil, moi, j'appartiens à la communauté haïtienne, puis je sais qu'on ne vit pas nécessairement notre deuil comme d'autres communautés nécessairement. Donc, il y a des choses qui diffèrent. Donc, c'est important d'avoir différents profils, différentes personnes pour aborder le deuil, le trauma, la perte, et surtout la violence aussi. Comprendre un petit peu la violence, comprendre ces enjeux-là. Donc, c'est un petit peu ça le portrait. Mais c'était tous des professionnels issus de différentes communautés noires. Ça, c'était important aussi pour moi. Donc, ce n'étaient pas des professionnels issus de la communauté noire seulement. Vous êtes allé chercher des gens... Non, c'était des professionnels issus seulement de la communauté noire. Pourquoi c'était important pour vous, justement, de rester avec des professionnels de la communauté? Parce que, tu sais, moi, puis je parle toujours selon mon expérience, je ne fais pas de généralisation, chacun vit sa propre expérience dans sa communauté ou ses communautés avec. Puis moi, je sais que si je regarde des adultes autour de moi, dans ma famille haïtienne et proche, ben, on n'a pas souvent le réflexe de consulter. Puis quand on nous envoie consulter pour différentes choses, ben, on n'a pas nécessairement confiance au système. Puis, puis je pense que les barrières, c'est de ne pas avoir des professionnels qui nous ressemblent. Puis moi, je pense que c'est important. Parce qu'il y a des codes qu'on appelle, les codes culturels, que seuls les professionnels qui proviennent de nos communautés peuvent nous comprendre, ou peut-être il y a cette impression qu'on va moins se faire juger sur certains codes. Ça ne veut pas dire que les professionnels des autres communautés sont pas adaptés. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a une sensibilité, il y a des choses que parfois on va expliquer. Si on fait face, par exemple, si on est une personne noire, on fait face à un professionnel noir, bien, il y a des petites choses qu'on pourra dire, ou qu'il y a une genre de complicité. Il y a des non-dits aussi. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire puis qu'on ne veut pas dire, et qu'il y aura peut-être une compréhension ou une sensibilité vis-à-vis ce qu'on vit. En fait, est-ce que les familles des victimes, est-ce que les familles des victimes vous l'ont nommé, ils l'ont exprimé, ça? Est-ce que vous avez senti que... Ça a été exprimé. Moi, ça a été exprimé indirectement. De toute façon, je n'ai pas nécessairement fini de faire le tour de toutes les personnes, mais je suis certaine que c'est quelque chose qui
qui sera nommé, on parle de créer des espaces sécuritaires pour nous, par nous, mais ça passe par là aussi, puis après, encore une fois, c'est un premier événement, on va continuer, puis l'idée c'est d'ouvrir aussi parce que bon, les questions de violence, ça concerne pas seulement les communautés noires, ça concerne toutes les communautés. Puis il y aura aussi ce désir d'ouvrir la conversation plus largement. Mais je sais que moi, je pars de mon expérience, je pars des choses que j'ai vues autour de moi. Je sais que des fois, juste d'un petit clin d'œil, de voir quelqu'un, si on parle de représentation, c'est ça aussi, de voir quelqu'un, puis ça s'adresse pas juste au niveau des professionnels au niveau des services sociaux. On peut penser à des enseignants. Moi, je sais que quand je rentrais dans la classe puis que mon enseignante était une femme noire, ben, il y avait quelque chose. On dirait que je voulais plus me placer. On dirait, il y avait comme une petite complicité, un petit non-dit. Je pense qu'il faut le voir comme étant une valeur ajoutée, mais pas nécessairement comme une nécessité, si je peux le dire comme ça. Il y a une assurance. Et peut-être pour clarifier, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers au jargon, quand on dit de créer un espace sécuritaire, on veut dire par là, pas de la sécurité physique, mais plutôt émotionnelle. Donc, que les gens se sentent à l'aise, que les gens sentent qu'ils ont la liberté de s'exprimer en toute confiance. C'est ce que ça veut dire quand on parle d'un espace sécuritaire. Exactement. Oui. Une chose que je trouve vraiment belle dans tout ce que vous nous partagez, c'est ce pont qui a été créé entre, évidemment, la communauté noire anglophone et la communauté noire francophone. Ça fait des années qu'on essaie de ramener ces deux communautés ensemble. Et puis, autant qu'on dit que le Canada, il y a deux solitudes, mais il y a aussi deux solitudes au sein même de la communauté noire. C'est difficile, c'est pas tout à fait la même mentalité, la même culture, etc. Mais là, de voir que dans la souffrance, tout le monde se comprend, on est les mêmes. Donc, les étapes du deuil sont les mêmes, quelle que soit notre origine, quelle que soit la langue parlée. Et j'aurais aimé être là pour assister justement à cette connexion, à ce lien. De toute façon, il y aura une autre édition et j'y serai avec plaisir. Stéphanie, aussi, vous avez mentionné tout à l'heure des familles des endeuillés. Vous avez dit que vous-même, vous n'êtes pas endeuillé, mais il faut quand même rappeler le décès récent, donc ça fait déjà 3 mois, de Jason Collin, le jeune homme de 26 ans qui a été froidement, sauvagement abattu. Vous le connaissiez. Donc, indirectement, vous êtes endeuillé aussi. Parfois, on oublie qu'il y a des... Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même des conséquences pour l'entourage. Si on parle des parents, oui, qui sont effectivement très, très, très attristés. Il y a les frères et sœurs, des fois c'est honte, mais les amis, vous avez parlé des jeunes qui étaient là. Donc, les amis de ces victimes, les personnes comme vous qui connaissez la famille, ça affecte aussi. Est-ce que vous êtes à l'aise de nous parler de votre expérience du deuil par rapport à Jason Collin que vous connaissiez très bien? Peut-être nous expliquer un peu le lien que vous aviez avec lui. Oui, je suis plus à l'aise. Je vais parler de ma relation avec René, avec sa maman. Parce que je veux aussi respecter leur intimité et leur processus. Moi, je veux beaucoup peut-être parler de Ronid, puis à travers Ronid, vous allez m'entendre parler de Jason, bien évidemment, parce que je l'ai vu grandir. Je le gardais quand il était petit, tout petit. Puis moi, Ronid, elle m'a vu grandir. Donc, Ronid, ça a été un des premiers modèles féminins que j'ai eu dans ma vie. Moi, je suis née en Haïti, puis je suis arrivée à 5 ans ici. Et on a grandi avec beaucoup d'autres jeunes. On a grandi dans les HLM, à Nord. Et Renée, c'était notre intervenante. C'était elle qui s'occupait de nous. On était plus d'une centaine de jeunes. Si tu additionnes tous les 3 grands immeubles à logement qui nous habitent. Donc, moi, cette femme-là, c'est ça, ça a été un des premiers modèles féminins que j'ai eu à voir. Elle m'a vu grandir. Ronnie, c'est la personne qui m'a donné mes premières opportunités en tant qu'animatrice. Donc, j'étais très jeune.
Elle m'a coachée, elle m'a fait monter sur scène dans toutes les activités liées à l'arrondissement, les spectacles de fin d'année, que ce soit les bûchettes de l'Éden, c'est toujours moi qui les animais. Donc, Ronide, elle m'a toujours mis de l'avant, puis elle a vu en moi finalement ce que je voyais pas. Oui. Sûr qu'on était proches, puis tu sais, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis encore en relation avec elle, donc ça vous donne une idée. Elle est un peu comme une maman, une jeune maman. Exactement, c'était comme ma deuxième maman, puis elle était très proche, puis je sais que je suis pas la seule. Ronide a eu un impact, désolée pour l'anglicisme, mais sur la vie de tellement de jeunes de Montréal-Nord, à commencer par moi. Et j'ai des souvenirs très clairs. Des fois, on a des souvenirs très nébuleux de notre enfance, mais beaucoup de moments que j'ai passés avec Ronide puis Jason, c'est des souvenirs qui sont très, très, très clairs dans ma tête. Puis c'est très vivid à quel point que cette personne-là elle a eu un impact que j'ai partagé finalement des moments très précieux, mais surtout des moments qui me préparaient à être celle que je suis aujourd'hui, à être la femme que je suis aujourd'hui. Puis René, nous, on savait même pas toutes les choses qu'elle a tellement vécu de choses à Montréal, mais ça n'a jamais paru. Elle n'a jamais laissé transparaître justement les défis qu'elle vivait pendant son travail, pendant son mandat. René, elle avait 20 000 $ par année, incluant son propre salaire, pour s'occuper de nous, plus d'une centaine de jeunes, de nous occuper, d'organiser des activités. Elle portait différents chapeaux, puis finalement, on n'a jamais vraiment réalisé qu'elle avait tous ces problèmes-là. Ces défis. Mais c'est une femme extraordinaire. Je l'ai connue tout récemment, hein, ça fait pas longtemps, pendant l'été. Et elle a une lumière, je veux dire comme ça, qui se dégage de sa personne. On est attiré par elle. Déjà, son sourire, son éclat de rire aussi vient nous happer. Et c'est une femme très, très courageuse, très forte, qui fait face à de nombreux défis, et celui-là, ultimement. Et c'est beau aussi de voir tout le parcours, le processus que vous nous racontez. C'est-à-dire qu'elle a été là, elle vous a accompagné pour vous élever, et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là pour justement organiser une activité qui lui est bénéfique. Donc, c'est comme si elle récolte en fait ce qu'elle a semé. Et là, on parle de René, pourquoi? Parce que elle était l'invitée, donc témoin. Donc, c'est elle qui a fait un témoignage par rapport à son vécu. Exact. C'est ça. René, elle a fait un témoignage poignant, un témoignage puissant. Puis moi, elle a vraiment toute mon admiration. Puis René, elle a toujours été quelqu'un d'authentique puis d'intègre. Son intégrité, sa personne ne pourra jamais lui enlever. Puis je pense que c'est des valeurs qui sont vraiment importantes quand on évolue dans le milieu communautaire, dans le milieu du service public. Il faut être intègre, il faut être authentique. Puis ça, c'est quelque chose que René m'a beaucoup inculqué. C'est quelqu'un qui est proche de ses valeurs aussi. Puis même chose pour le mari de René, qui a tellement aidé, soutenu des jeunes. Puis ils ont fait leur travail, ils ont toujours fait leur travail sans trompette ni tambour. Ils ont toujours été là, ils ont touché tellement de vies. Puis pourtant, c'est pas des personnes qu'on allait voir en avant dans les journaux. Effectivement, ils sont d'une grande simplicité, c'est ça, parce que même moi, je veux dire, je ne les connaissais pas, et pourtant, ils ont été très, très impliqués dans l'arrondissement de Montréal-Nord, et j'étais étonnée, je me disais, mais comment ça se fait que je ne les ai jamais vus, entendus? Donc, ils sont d'une grande humilité, d'une grande simplicité. J'ai eu à rencontrer son conjoint aussi, dont le nom m'échappe, mais je me souviens de Bobby. J'ai oublié le nom. Comment? Robertson, effectivement. Toujours, je sais, on me le dit à chaque fois que j'oublie encore. Donc, Robertson, une belle personne aussi, très calme, les deux se complètent bien, et ils font preuve d'une grande force, sincèrement, de continuer à se battre malgré ce qu'ils vivent, et ils continuent aussi à servir les gens. René continue à faire du coaching, son mari continue à travailler, c'est exemplaire, c'est extraordinaire. Oui, puis il continue surtout à soutenir des jeunes, les jeunes qui ont été affectés par la mort de Jason,
et qui continue encore d'accompagner, les deux continuent de soutenir. On devrait se poser comme question en tant que société, est-ce que c'est normal, tu sais? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle, quelque chose qui manque en termes de soutien, tu sais? Oui, on va y venir tout à l'heure. Justement, on va aborder cette question. J'aimerais maintenant que vous nous partagiez un petit peu comment ça a été reçu le message. Je sais que vous avez effleuré un peu tout à l'heure. Vous avez fait un petit résumé, mais un petit peu plus dans les détails, concrètement, le partage de René. Comment ça a été reçu de la part des personnes présentes? C'est sûr et certain que son partage a touché beaucoup de personnes. Tu sais, je ne rentrerai pas dans les détails, étant donné que c'est un événement privé, tu sais, aussi respecter les gens qui ont contribué, qui ont participé. Mais sans rentrer dans les détails, je dirais que comme la Renée que vous avez vue, après qu'elle a perdu son enfant, quelques semaines plus tard, est allée faire sa conférence de presse pour toucher des cœurs, pour finalement on se faire un cri de cœur pour dire que bon, il y a des choses qui doivent changer. Ben, c'est un petit peu la même énergie que tu sais, Renée elle a cette capacité de toucher, mais aussi d'inspirer. De mobiliser. C'est ça. Fait que j'ai vraiment senti que son témoignage a touché les gens, mais c'est comme si que ça a donné un autre souffle. C'était comme un relan. Mon Dieu. Oui, un relan, tu sais, OK, mais ça ne s'arrête pas là, notre histoire. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça devrait s'arrêter là. Puis, comment je pourrais dire, ben, il faut pas lâcher, en fait. Oui. Moi, je pense que c'est ce qui a été retenu. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai ressenti, comme si que ça a donné un élan pour surtout pas abandonner, parce que malheureusement, il reste beaucoup de travail à faire. Puis, c'est un travail qui va devoir être porté par chacune des membres de la communauté, parce que l'État, différentes institutions faillies, finalement, ils répondent pas nécessairement à leurs obligations. Tu sais. C'est ça, donc le message, en fait, ça démontre que malgré la souffrance, malgré cette peine immense qu'on peut traverser, mais on continue de se battre, on continue de sensibiliser, on continue de faire bouger les choses. Et en ce sens, je pense que Renée, elle a vraiment partagé un beau message, même elle est allée à Tout le monde en parle, on a eu à la voir sur plusieurs plateformes, donc elle mène le combat. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la vie, c'est que notre souffrance devient notre cause. Parfois, on est là, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou bien parfois, même quand on est très impliqué, on a nos projets et tout, puis là, il y a un shift qui se fait, ça devient une cause qu'on porte. Et elle peut maintenant aller rassembler des gens. Elle a cette force aussi de rassembler les bonnes personnes. Oui, c'est ça. Ce sera son rythme, ce sera leur rythme, ce sera eux de vraiment décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis je pense que nous, notre rôle en tant que communauté, ben, ça va être on a un rôle de soutien aussi, puis on a vraiment un travail de conscience à se faire en tant que communauté. Puis j'utilise le mot communauté. Je généralise un petit peu quand je dis ça, parce que je sais qu'on est différentes communautés dans une grande communauté. On a quand même un travail de confiance à faire sur quand des situations comme ça arrivent, des tragédies comme ça arrivent dans nos communautés. On fait comment qu'on agit, comment qu'on réfléchit la chose. Et quel soutien avez-vous pu constater, par exemple, de la part des membres de la communauté noire? On va parler tout à l'heure du système, on va parler de la ville de Montréal, mais à cette étape-ci de l'entrevue, est-ce que vous constatez que la communauté noire s'est un peu mobilisée? Est-ce qu'il y a des choses qui se font? Qui participe? Qui est présent et est impliqué?
un instant. Ben, je dirais en fait que, bon, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, je suis pas vraiment là, tu sais, sur les grandes plateformes, donc je sais pas qui fait quoi, tu sais, puis je pourrais pas répondre à cette question-là, mais une chose que je sais, c'est que je sais ce que moi je fais, je sais ce que les gens avec qui je travaille font également, tu sais, puis je pense que c'est un petit peu ça qui est important. Tu sais, moi, j'ai pris la décision depuis un an et demi, que je ne vais plus attendre après un organisme, je ne vais plus attendre nécessairement certaines associations qui sont censées faire telle chose. Tu sais, je vois un petit peu comme, c'est quoi ma responsabilité individuelle en tant que personne. Quand je réalisais que ben, j'avais premièrement un pouvoir d'agir, que j'avais une responsabilité, puis j'étais capable de faire des choses, ben, moi, je vais de l'avant, je cogne aux portes, puis les gens qui veulent bien travailler avec moi le feront, puis les personnes qui veulent faire leurs choses feront leurs choses. Moi, j'ai un petit peu, pas que j'ai abandonné, mais c'est que j'attends plus nécessairement après un soutien d'une certaine communauté ou quoi que ce soit. Je pense que c'est comme, j'en viens à la responsabilité individuelle, puis c'est aussi le message que je souhaite lancer aussi, c'est qu'il ne faut pas nécessairement attendre après différentes organisations. Je pense que chaque personne a de la gentilité, puis on est capable de mener des initiatives. Il faut juste aller chercher le soutien. On a tous quelqu'un qui peut nous aider. Moi, c'est plus ça qui est important pour moi. Maintenant, c'est qui veut soutenir, qui veut accompagner, qui veut faire ce travail-là, justement, de mobilisation sociale, puis surtout d'indignation. Parce que moi, je suis indignée, tu sais, puis mon indignation me fait que je vais... Vous amener à agir. Oui, ça me permet de canaliser, mais avant d'agir, il faut d'abord que les gens soient indignés. Est-ce que les gens sont indignés? Est-ce que les gens sont en colère vis-à-vis le fait qu'on n'arrête pas de perdre des jeunes de nos communautés, des jeunes qui avaient des rêves, des jeunes qui avaient des passions, qui étaient aimés, des jeunes qui avaient une vie? Moi, je n'ai pas envie de devenir passive vis-à-vis ces situations-là. Moi, j'ai envie d'honorer la vie de ces jeunes-là. Je veux faire un travail de mémoire parce que leur contribution, justement, à cette société a été interrompue de manière injuste. Et pour moi, je ne peux pas concevoir que je vais continuer mon train-train quotidien sans au minimum poser au moins une action, faire au moins un geste pour démontrer cette indignation-là. Tu sais. C'est la vision que j'ai. Absolument. Et maintenant, on a parlé justement de ne pas attendre, quel que soit l'organisme ou même, on pourrait dire, les instances. Mais parlons maintenant de ces instances-là. Est-ce que vous trouvez que la Ville en a fait assez? L'arrondissement de Montréal-Nord, on a déjà entendu, évidemment, Romney en parler, ainsi que son conjoint dénoncer l'inertie, en fait, des instances. Qu'est-ce que vous en dites au moment où on se parle? Est-ce qu'il y a un début de quelque chose? Moi, je sais, moi, j'ai passé la plus grande majorité de ma vie à Montréal-Nord, je n'y habite plus. Toute ma famille est encore là-bas. Mais tu sais, depuis que je suis jeune, je défends la justice sociale, puis je pense pas, tu sais, à Montréal-Nord ou pas, peu importe l'arrondissement, je pense pas, peu importe les instants, je pense pas qu'il y en a un qui en fait assez pour soutenir les familles victimes de violences armées, étatiques et policières. C'est pour ça qu'il y a différents individus qui se retroussent les manches puis qui trouvent des manières de soutenir les mamans, qui essaient de réfléchir à différentes façons de soutenir les jeunes à monter des initiatives. Donc, si on fait certaines initiatives, c'est parce qu'il y a un manque à gagner quelque part. Puis ce manque à gagner-là, il vient de différentes instances. Moi, on est dans une province où est-ce qu'on ne reconnaît pas le racisme systémique, où est-ce que le premier ministre ne le reconnaît pas, où est-ce qu'il y a des lois qui manquent pour encadrer justement certaines formes de violence, qu'elles soient systémiques, qu'elles soient individuelles. Il y a un manque à gagner partout. Moi, c'est ce que je pense. Il y a tout à l'heure, je parlais qu'il y avait un vide. On est censé avoir un filet social pour lorsqu'on vit une tragédie, quelqu'un de la communauté vit une tragédie puis tombe, que ce filet-là puisse l'attraper. Mais on n'a pas de filet. Je ne pense pas que les instances créent ce filet social-là. Il y a peut-être des individus, des organismes ou des organes qui tentent de différentes façons, avec leur créativité, de faire des choses. Mais non, il faut faire plus, il faut faire mieux. Puis
Puis ça commence par la considération des familles qui vivent ces tragédies-là. La considération, ça passe par reconnaître leur tragédie, ça passe par leur offrir la possibilité justement d'être accompagnés pour vivre leur processus de deuil, leur offrir les outils aussi nécessaires pour qu'elles puissent se soutenir elles-mêmes, ces personnes-là. Oui. Et à date, après les témoignages que j'ai vus, ben, c'est pas présent. C'est pas présent. Absolument. Et c'est à se demander, bon, comment justifier cela. J'aimerais parler quand même rapidement aussi de budget pour la violence contre les violences armées du SPVM a été gonflé. Alors, on parle ici d'une augmentation de une hausse de 8,7%. On parle de 147,1 millions de dollars en 2023, donc qui sera donné là, pour lutter contre la violence armée. Est-ce que vous pensez que c'est une somme qui est suffisante et que vous de ces annonces, hein, on dit qu'on veut augmenter aussi l'embauche, permettre l'embauche de 270 policières et policiers supplémentaires, avoir des ressources additionnelles de toutes sortes. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, moi, ce que j'en dis, c'est que, premièrement, si on veut vraiment attaquer justement les enjeux liés aux violences armées et violences tout court, il faut toujours et d'abord que cette question-là, cet enjeu-là, soit perçu comme un enjeu de santé publique et pas juste un enjeu de sécurité publique. Donc ça, c'est la première réponse que je donnerais. Pour moi, quand on parle de violence, c'est un enjeu de santé publique parce que ça concerne nos enfants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ne vont pas bien. Parce qu'il y a des jeunes qui sont victimes, mais il y a aussi des jeunes qui commettent la violence. Les jeunes ne se réveillent pas. Les jeunes ne se réveillent pas un beau matin en se disant « Ah, ben aujourd'hui, je pense que comme activité, ben, je vais aller m'acheter une arme à feu. » Il y a un processus qui fait en sorte qu'il y a des jeunes qui se retrouvent avec des armes dans leurs mains. Il y a tout un processus, il y a toutes des choses qu'on n'a pas mis en place. Puis je pense que c'est une responsabilité collective. Si on pense que en augmentant le budget de la police, ça va régler les choses, ben c'est sûr et certain que il y a une réflexion qu'on ne se fait pas en tant que collectivité ou en tant qu'instance, les instances qui font leur réflexion. Ben, oui, on peut parler de répression, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la prévention, puis comment on investit justement dans cette prévention-là. Puis la question de la violence aussi, on ne peut pas juste la voir d'un seul œil ou juste avoir une vision tunnel. Il faut regarder justement l'environnement dans lequel nos jeunes évoluent, les écoles vétustes dans lesquelles nos jeunes doivent aller apprendre, les logements, les différents quartiers qui sont sous-financés aussi, quand on parle justement des programmes sportifs et autres. Moi, c'est là, je pense qu'il faut qu'on tourne le regard parce que si on continue d'avoir la conversation sous cet angle-là, on n'arrivera pas au résultat auquel il faut qu'on arrive parce que c'est pas, oui, l'enjeu de la violence, mais qu'est-ce qui mène à la violence? D'attaquer le problème à la racine, à la source. À la racine. Est-ce qu'on s'est demandé comment vont nos jeunes? On sort de 2 ans de pandémie, quoique cette pandémie n'est pas nécessairement complètement terminée. Qu'est-ce qui a été mis en place? Soutenir les jeunes au niveau de leur santé mentale, au niveau juste de leur santé physique. Est-ce qu'on a créé des espaces pour avoir ne serait-ce que des conversations avec nos jeunes pour leur demander comment ça va? Ils viennent de passer à travers 2 ans de pandémie. On a réouvert les écoles. On a continué à faire on a fait un retour à la normale, sachant très bien qu'il y a des... Comme s'il ne s'était rien passé, en fait. Et exactement. Donc, pour moi, c'est comme si qu'on est en train d'habituer un peu les jeunes à cette forme de violence. En anglais, on dit on devient numb. C'est comme si que tranquillement, lentement, on accepte
que ça va faire partie de notre réalité. Alors que, pour moi, il y a urgence d'agir. On parle beaucoup d'urgence climatique. Il y a l'urgence climatique. Mais quand des jeunes sont en train de mourir comme ça, un après l'autre, un peu comme des mouches qui tombent, elle n'est pas là, cette urgence climatique aussi? Parce que ces jeunes-là, c'est notre avenir. Fait qu'on on se bat pour avoir une planète plus propre, plus saine et tout ça. Mais pour qui? Ça va être qui le legacy si on n'a plus de jeunes finalement? C'est comme si on s'habitue finalement à perdre des jeunes de communautés, de différentes communautés aussi, parce que ça ne concerne pas juste les jeunes noirs, cet enjeu de violence. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, à ce que les médias peuvent faire croire aussi, hein, on a l'impression qu'il ne s'agit que de nous. Ça concerne toutes les communautés, donc on a toutes une responsabilité individuelle, mais aussi c'est une responsabilité collective. Et pour moi, ça passe beaucoup par l'indignation, je le dis. Si les gens ne sont pas indignés, il n'y a rien qui va se passer. Puis on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit les mamans affectées ou les jeunes affectés qui vont faire ce travail-là. Déjà, ces gens-là doivent juste se tenir debout, reprendre le dessus, leur quotidien, recommencer à travailler, parce que c'est pas comme si que nécessairement le système était là pour les soutenir pendant ce moment-là, ou les soutenir au niveau que ces familles-là devraient être soutenues. Fait pour moi, elle est là la vraie réflexion. Fait que oui, on peut parler de budget au niveau des corps policiers, mais pour moi, c'est comment que nous, quels outils qu'on va mettre en place pour soutenir nos jeunes, puis changer. Et les familles, hein? Parce qu'on parle de moyens, on a parlé de la pandémie. La pandémie a laissé beaucoup de familles dans la pauvreté, une plus grande pauvreté encore. Le taux de chômage a basculé. Les gens ont basculé, carrément. Oui. Dans notre communauté, en fait, je mentionnais le taux de chômage dans la communauté noire, la monoparentalité, ce sont toutes des causes aussi quand on veut s'attaquer peut-être à la source des problématiques chez nos jeunes. Donc, effectivement, il faudrait vraiment regarder ça de près. Ça me fait penser aussi, est-ce que vous avez l'intention, je sais que vous voulez organiser une deuxième édition, mais est-ce que ça vous a effleuré l'esprit peut-être d'essayer de rassembler des familles de ces jeunes-là, parce que parfois on connaît les familles des jeunes qui commettent certains délits. Comment vous pouvez aller les chercher, même les jeunes qui commettent ces actes de violence ou de délinquance? Comment on pourrait aller les chercher, leur parler? Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de votre réflexion? Absolument, mais ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Moi, je travaille avec des jeunes dans le quartier Saint-Michel, je ne sais pas. Il y en a peut-être un qui a commis un crime, je ne sais pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas... Ils ne se dénoncent pas entre eux. C'est ça, on n'est pas outillés, puis on n'est pas... moi, mon travail, c'est pas d'aller à la chasse à quel jeune qui est un mauvais jeune, quel jeune qui est un bon jeune. Ça commence par à la maison. Il y a des choses qui commencent à la maison, que les parents doivent se rapprocher plus de leurs enfants, essayer d'avoir des conversations, puis encore là, ce que je dis, si le chapeau vous fait, mettez-le. S'il ne vous fait pas, ça ne vous concerne pas. Mais je pense que d'avoir des conversations d'abord avec ses enfants, à la maison, que vous rapprochez-vous de vos enfants, intéressez-vous à vos enfants. Je pense que ça commence par là, les premières conversations. On ne va jamais vraiment, on ne peut pas deviner, on ne peut pas savoir, mais pour régler justement ces enjeux-là, puis savoir un peu quels jeunes ont besoin d'aide, quels jeunes peuvent justement tomber dans la délinquance ou la criminalité. C'est un travail qui est multisectoriel, ça prend tout le monde, c'est à la maison, à l'école. Il faut que les équipes d'intervention soient à l'affût, mais il faut aussi que ces équipes d'intervention-là soient outillées, il faut que leur travail soit soutenu. Ça passe par la direction. Ça tout un réseau. Exactement, ça passe par des... souvent, les gens travaillent en vase clos, mais il faut ouvrir un petit peu ces valeurs, il faut communiquer, puis il ne faut surtout pas... moi, un élément que je réalise aussi, puis je ne sais pas si les gens sont nécessairement conscients, mais souvent, on voit une histoire d'un jeune qui a été tiré, puis là, on l'associe au milieu criminel, puis souvent, le journaliste ou la journaliste va dire, le jeune ou la jeune refuse de collaborer avec les corps policiers. Ouais. Mais
Un jeune qui vient de se faire tirer dessus, là, c'est qu'est-ce que ce jeune-là vit, mais rend de vivre un trauma, premièrement. Mhm. Il a besoin de soins, il a besoin de care. Tu sais, le jeune, là, peut-être que oui, peut-être qu'il était impliqué dans des activités illicites, dans des activités criminelles, mais si on veut aller chercher les réponses qu'on a besoin pour que ça arrête, il faut que ce jeune-là, qu'on le veuille ou non, il faut qu'il soit soutenu. Il faut Oui. qu'il soit soutenu. Euh, il faut qu'il y ait un processus, il faut qu'il y ait des gens qui soient là au niveau de l'accompagnement pour qu'il puisse faire face à son trauma, pour qu'ensuite ce jeune-là Oui, puisse et s'ouvrir. les jeunes ont peur, comme j'ai mentionné tout à l'heure aussi, ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas dénoncer et ensuite subir des contre-coups de ça. Ils ont leur expression, ils disent moi je ne vais pas snitch parce qu'entre eux, ils savent ce qui se passe. Souvent, ils connaissent. Moi, j'ai eu à parler à des jeunes qui m'ont dit qu'on connaît, on sait qui a posé tel geste, mais ils ne peuvent pas parler. Mais c'est pour ça que ça prend vraiment un travail de fond, puis on pourra injecter autant d'argent qu'on veut dans les différents corps policiers, dans différents trucs, si on soutient pas, soutenir les gens qui soutiennent, si on donne pas les outils aux personnes justement qui sont proches de ces jeunes-là, qui les accompagnent, qui sont avec eux, qui les voient la fin de semaine, notamment les intervenants, les coachs de basket, toutes ces communautés-là qui passent le week-end avec les jeunes qui sont au courant de certaines difficultés que ces gens passent, mais il faut que ces personnes-là soient soutenues aussi. C'est quand la dernière fois qu'on a investi dans le travail, je parle, des fois on va dire, bon, on a donné de l'argent dans le milieu communautaire, mais je parle de investir et revaloriser le travail communautaire, donc le travail des intervenants, le travail des organisateurs, organisatrices communautaires, pardon. Oui. C'est quand la dernière fois qu'on a reçu l'augmentation de salaire à ces gens-là? Tout à fait, surtout on voit... Oui, et on voit le gouvernement continuellement couper dans le communautaire, alors que c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a des idées, c'est là que les gens trouvent des solutions qui sont concrètes, qui sont efficaces, mais il n'y a pas de pérennité. Donc, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. On commence un travail qui a un résultat et puis, pouf, tout à coup, il n'y a plus de budget. Oui, ben c'est deux choses. C'est des fois, on investit, mais c'est aussi bien investir. Des fois, on peut donner des subventions, mais il faut encore une fois que ces subventions-là aillent aux bonnes organisations, les personnes qui ont la compétence, ou donner les outils pour soutenir ces compétences-là, ces intervenants-là. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce qu'on investit dans les corps policiers, mais il faut aussi investir dans le corps d'intervention, si je peux me permettre. À la base. À la base, soutenir les gens qui soutiennent, ça c'est important parce que au final, des fois, tu as des personnes qui sont des excellents intervenants, mais qui quittent le milieu parce qu'ils sont sous-payés. Donc, c'est des gens qui avaient établi des liens de confiance avec des jeunes. C'est des gens qui peuvent aider. Mais parce que ils n'ont pas nécessairement un bon salaire, ben, ils vont quitter le milieu. Puis là, on se retrouve chez des gens qui doivent refaire le lien de confiance. Ça prend des années bâtir des liens de confiance avec des jeunes. Absolument. Parce que beaucoup d'intervenants les connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont connu leurs grands frères, grandes sœurs qui ont glissé vers la délinquance. On veut protéger les plus petits, les plus jeunes. Et quand il y a une nouvelle personne qui arrive, comme on dit, c'est vraiment difficile. Donc, il faut refaire toute l'histoire. On ne connaît pas, il n'y a pas le lien. Donc, en tout cas, c'est terrible. Ce qui est choquant aussi, c'est de voir qu'il y a eu tout un discours par rapport à la violence armée en 2021. On a dit que c'était une année absolument terrible. On a parlé de forums sur la violence armée et on se rend compte que, mon Dieu, les choses ne changent pratiquement pas. Et pour donner quelques chiffres ici, on parle au 27 décembre 2021, il y avait 187 événements de coups de feu qui sont survenus à Montréal, 44 depuis que les 53 épisodes de 2020, donc une hausse de 30%, ça c'était l'année dernière, et ça continue. C'est un petit peu décourageant, mais d'avoir des personnes comme vous qui ont des initiatives de ce type, ben, au moins ça donne l'espoir. Le temps file, nous allons, mon Dieu, conclure l'émission. J'ai envie de vous demander, Stéphanie, de nous parler un petit peu de la prochaine édition, si vous avez déjà prévu, organiser une autre rencontre qui, cette fois, va rassembler plus de personnes encore. Oui, mais sensiblement, ça va être en réflexion, mais ce sera surtout en réflexion avec
les personnes concernées encore plus, donc les centraliser leur voix, vraiment réfléchir avec elles directement, dessiner justement cette journée-là avec les mamans, dessiner cette journée-là avec les jeunes, dessiner cette journée-là avec les proches. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, on ne sait pas, ça va ressembler à quoi. Ça va être, je vais laisser la place beaucoup aux personnes vraiment directement concernées. Puis mon rôle, puis celui du Connexion, ça va être d'être en soutien, puis de s'assurer de répondre aux besoins qui vont émaner. Parfait. Donc, votre organisme, c'est EduConnexion. Exactement, oui. EduConnexion. Est-ce que, par exemple, les gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés à entrer en contact avec vous, que ce soit pour participer ou soutenir, il y a moyen de vous rejoindre? Oui, les gens peuvent me rejoindre. Si vous allez sur le site d'EduConnexion, il y a une adresse, je pense qu'il y a une adresse courriel là. Justement, vous pouvez écrire. Sinon, c'est ça, je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et, je pense que des fois, les gens peuvent juste m'envoyer un message sur Messenger. Là, j'ai encore Messenger, donc c'est une bonne façon. Donc, à Stéphanie Germain, donc Germain. Et EduConnexion, donc EDU, Edu pour éducation, connexion, CO2NEXION.com, c'est bien ça? Ou .ca? .org, pardon, donc .org. Alors, je répète, EduConnexion en un mot, EDUCO2NEXION.org. Si vous voulez communiquer avec Stéphanie Germain, la soutenir dans ses démarches, lui proposer des idées ou quoi que ce soit, même financièrement, donc, allez-y, on a besoin de votre soutien, de votre aide, et puis que la communauté se lève et se mobilise pour que cesse, au moins, à défaut de dire, de rêver que ça cesse, on espère, mais au moins qu'il y ait un soutien pour les familles endeuillées et qu'on puisse voir d'autres initiatives comme ça prendre vie, prendre forme. Alors, Stéphanie Germain, merci infiniment pour cette belle rencontre, cette belle entrevue, et nous souhaitons que vraiment vous puissiez continuer vos belles actions et votre mobilisation, le travail de sensibilisation que vous faites aussi auprès de la communauté. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Alors, merci, bonne journée. Alors, ceci met un terme à notre entrevue, notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de partager l'émission en grand nombre et je vous attends la semaine prochaine, même heure, même poste, pour un autre tête-à-tête, cœur à cœur, avec moi, avec Stéphanie. Je vous souhaite un très, très beau dimanche et une belle semaine. Au revoir.